Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast. Ouais, attends, je t'ai dit bonjour, mais peut-être que c'est le soir quand t'écoutes. Peut-être t'es allongé dans ton lit, tranquillement. Alors, je te fais une intro version nuit. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Essaye encore avec un nouvel invité. Je peux même le faire en ASMR si tu veux. Bonsoir, bienvenue. Essaye encore va démarrer dans un instant avec un nouvel invité. Mais peut-être que t'es en journée. Alors le nouvel invité c'est Alexandre Keane. Il est auteur, compositeur, interprète en 2007-2008. Je reprends mon ton de nuit. 2007-2008. Il a fait son premier album qui est sorti chez chez un gros label. Et ça a fort bien marché pour lui à ce moment-là. Aujourd'hui il est apiculteur. Non, comment apiculteur. Non, acupuncteur. C'est ça le mot, acupuncteur. Mais pour autant, la musique est toujours partie intégrante de sa vie et on va justement avec lui expliquer tout ça. Je rappelle donc le principe de ce podcast. Essaye encore. J'accueille des gens que j'apprécie pour échanger sur la vie, sur les échecs qu'on a pu vivre, les bides qu'on a vécus et qui nous ont forcément appris quelque chose. Mon nouvel invité, c'est donc Alexandre Keane et c'est maintenant. Et c'est maintenant. C'est Alexandre Keane, donc mon invité aujourd'hui. Alors j'ai une question Alexandre pour débuter. Déjà bienvenue quand même, on va dire bienvenue. Merci. On est là en train d'enregistrer avec un créneau défini, du coup je suis en train de speeder. Alors on est ensemble pour parler. Alors oui, et une question, parler d'échecs bien sûr, parler de comment on a rebondi. Et j'ai une question, je ne suis pas journaliste moi de métier et j'aime pas les questions préétablies, le listing tu sais de questions et l'autre répond et on n'a pas entendu les réponses. Donc j'en ai qu'une seule et on va démarrer avec ça, c'est qui es-tu ? Comment est-ce que tu te présenterais, toi, à nous, pour que moi je fasse pas de portrait idiot de toi? Bien sûr, non, mais ok, écoute, je me présente très rapidement. Je m'appelle Alexandre Keane, j'ai été auteur, compositeur, interprète, musicien pendant presque 20 ans. J'ai commencé ma carrière dans les années 2000 dans la vague Ben Harper, Jack Johnson. Toute la musique de surfeur un peu skater, etc. Donc c'était un peu la tendance. Parce que tu pratiquais un peu ce sport? J'ai pratiqué un peu tout à fait. J'ai fait beaucoup de snowboard pendant de longues années et j'ai fait beaucoup aussi de skateboard. Voilà, mais jamais en pro ou en semi-pro. Voilà, mais j'aimais bien ça et puis voilà. Et j'ai commencé la musique dans les années 96, 95 et puis après je suis monté à Paris en 98. Et 98-99, et j'ai signé mon premier contrat avec Atmosphérique en 2006. D'accord. Donc de 99 2000 après à 2006, j'ai fait des bars. Ok. Et puis je me suis formé à la vraie école, celle où les gens sont un peu alcoolisés et t'écoutent pas vraiment. Voilà, c'est ça exactement. Là, les anecdotes sont nombreuses. Je vois. Sûr, hein. Alors avant d'arriver vraiment à la musique en tant que telle, parce que je vois, si je me fie à Wikipédia, c'est pas à faire, mais bon, t'as fait des études d'histoire géo et t'es spécialisé en égyptologie. Comment t'arrives de ça à la musique? Comment vient la musique dans ta vie? Ah bah ça c'est marrant ça. Ça c'était il y a vraiment longtemps. Écoute, parcours classique, bac, histoire-géographie, faculté à Avignon, rencontre d'un mec qui est professeur d'égyptologie à la fac. Gros match amical, très très cool et tout. Et le mec m'a pris un peu sous son aile et j'étais parti pour faire ça. Mais bon, après il y a eu la vie, il y a eu une rencontre, il y a eu une femme, il y a eu des petites chansons à droite à gauche, et puis à un moment donné il a fallu prendre une décision quoi. Voilà. Et donc là, j'avais pas envie d'être un rat bibliothèque. Moi j'ai vu mon père pendant des années être un rat bibliothèque. J'avais pas comme vocation j'ai jamais je comprends le concept d'être un rat bibliothèque, d'être dans le savoir. D'où le côté surf, enfin pas surf mais snowboard, glisse, liberté, voyage, il y a eu la Nouvelle-Orléans, je vois, il y a eu l'Égypte, tout ça, voyage, liberté. Il y a une recherche, et puis bon, l'adolescence, c'est un peu ça aussi, faut y aller, je pense. Il faut, si on prend pas son adolescence à pleine main, je ne sais pas quand on prend l'existence à pleine main, mais oui, il y a eu des tests, il y a eu des essais, et puis surtout, il y a quelque chose qui fait que la musique... à l'époque, dans les années 90, c'était une énergie qui était différente, quoi. Être musicien dans les années 90,
c'était vraiment, ça rêvait tout le monde, quoi. C'était un truc vraiment, là aujourd'hui, bon, être musicien, c'est pas la même chose quand même. Ouais, c'est plus être comment je veux dire, un marketeur ou des choses comme ça. Enfin, c'est plus produit, moins peut-être authentique. Enfin. Ouais, c'est ça. Il y a là aujourd'hui, bon, je vois les jeunes là qui ont entre 18 et 25 ans, les mecs qui proposent un produit très très shapé, quoi, très très travaillé. Ils sont eux-mêmes leurs produits et ils sont eux-mêmes leurs propres marketeurs. C'est hyper fort. Les gamins aujourd'hui sont enfin les gamins. Les jeunes aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui sont très aiguisés, quoi, sur tout ça. Après, je comprends, tu dis les gamins, après, t'as ton âge, moi, voilà. J'ai 45 ans, donc voilà. Je te taquine, évidemment. Mais je suis un gamin par rapport à d'autres. Ouais. Pareil, hein. Mais aujourd'hui, les choses sont, voilà. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait une vraie innocence et un vrai désir de changer le monde, quoi. Un vrai désir sincère de faire un truc, voilà. C'est ça qui t'a plu, et comment tu le dis, on sent une forme de nostalgie. Est-ce que la nostalgie et d'autres émotions comme ça, est-ce que les émotions c'est important, toi? Justement, est-ce que tu parles d'authenticité, tu parles à l'époque d'envie de refaire le monde, enfin voilà, on est dans quelque chose de très émotionnel, sensibilité. C'est important quand t'es jeune quand même. C'est important quand t'es jeune d'avoir des rêves, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir la niaque pour pouvoir un peu changer, arriver au bout de ses projets. Tout ça, c'est quand même, il y a rien de pire qu'un jeune qui arrive pas à aller au bout de ses projets, qui travaille pas assez, ou qui est pas aidé, ou qui est pas, vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. Un jeune, il faut qu'il arrive à vivre à aller au bout de son rêve, quoi. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais les gens qui vont au bout de leur rêve ne finissent pas de la même manière que ceux qui n'y vont pas, quoi. Oui, de ceux qui n'y sont pas parvenus et de ceux qui n'ont même pas essayé. Voilà. Après, il y a encore bien d'autres nuances dans le chemin, mais je comprends. Il n'y a aucun jugement, mais il y a un truc, quand tu arrives à faire vraiment un truc pour lequel tu t'es battu et que tu as été appuyé, etc., bon, c'est pas le même truc, quoi. Alors, spoiler, tu fais plus de la musique, en tout cas professionnellement parlant. Du coup, est-ce que, en lien avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut dire que tu es allé au bout du rêve, ou est-ce que tu l'as lâché en cours de route? Comment ça s'est passé? Je sais pas du tout comment répondre à cette question. Je dirais que je suis allé au bout du rêve. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai été très épaulé, très accompagné. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire tout ce que j'ai fait dans la musique, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de signer en major, de faire des grandes tournées, d'être en radio. À une époque, de gagner un peu d'argent avec mon single, la Aude, extrait de l'album Dans la tête d'un homme. Moi, Dans la tête d'un homme. Après, le deuxième album, c'était un peu plus adulte, un peu plus écrit. J'ai eu un bouleversement, une rencontre avec Dylan, où j'ai écouté quasiment que Dylan pendant 3-4 ans. J'ai traduit les textes, écouté énormément. Le vent se lève, Dylan, c'est ça? Voilà, si le vent se lève. Et bon, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai fait un album un peu plus adulte derrière, un peu plus écrit, un peu plus poétique, un peu plus pointu, un peu plus sombre aussi. Donc effectivement, le public n'a pas toujours suivi, et puis on n'était plus en major, on n'était plus chez Universal, donc la force de frappe n'était pas la même. Et à côté de ça, il y avait la vague du téléchargement gratuit, etc., etc. Donc il y a eu un espèce de... Oui, donc c'est finalement les éléments qui ont fait, voilà, c'est une convergence d'éléments. Ouais. Alors justement, revenons, tu disais dans les années 90 tu débutes, et donc tu pars du sud, c'est ça? Tu as parlé d'Avignon tout à l'heure, tu es du sud toi? Tout à fait, okay. Tout à fait. Et tu montes à Paris alors? Je monte à Paris avec ma guitare, je passe la première nuit à l'époque, il y avait à Gare de Lyon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait des espèces de cases, là, on appelle ça pour que les gens mettent leur bagage dedans, tu sais, c'est des consignes. D'accord. Tu vois, il y avait des consignes. Donc les gens pouvaient mettre contre on était en francs, contre 1 franc, tu pouvais laisser pour la nuit un bagage, une guitare, tout ça. Et donc moi j'avais dormi là à côté des consignes la première nuit. Ah oui, donc là vrai saltimbanque quoi dans l'arrivée. Ah ouais, j'étais parti une main devant, une main derrière. J'ai trouvé un appartement assez rapidement, et puis j'ai commencé à jouer dans les bars, quoi, tu vois. C'est l'époque des bars. Si on devait mettre un titre. L'époque des bars, donc, des centaines de bars, tu vois, des centaines de bars. Je jouais 3 fois par semaine dans les bars. Donc jeudi, vendredi, samedi, je faisais des concerts dans les bars. J'ai rencontré Pété à ce moment-là, qui fait des bars aussi beaucoup, mais qui avait une expérience beaucoup plus importante que la mienne, qui était lui déjà auteur-compositeur. Il avait déjà fait chansons, il avait déjà son univers. Marketing était déjà créé. Il était prêt à sortir du four, quoi.
Voilà, donc il y avait pas mal de bars. Et je me souviens, au bout de plusieurs années, donc pour aller dans le sens de ton podcast, là, l'échec, vraiment le truc vraiment cuisant, je crois que c'est une anecdote que je raconte souvent. C'est drôle. C'était un bar alors c'était dans le 3e arrondissement. C'était à Paris. C'était rue Humaine. C'est la rue de l'Avdas, là. Mm-hmm. L'Avdas, c'est un truc d'intermittent, là. C'est un truc de projet spectacle et tout ça. Et donc il y avait un bar qui était vraiment pourri. Et je jouais guitare-voix et j'avais un pote qui était venu. Et ce soir-là, c'était au bout de plusieurs années, hein. C'est-à-dire que c'était pas au début, hein. Ouais. Déjà mon début de répertoire. On n'est plus à côté des consignes. Ok. Voilà, mais c'était pas un truc, c'était un truc, normalement, les concerts que je faisais guitare-voix, bon, des fois, il y avait quand même pas mal, il y avait du monde quand même, il y avait pas que des copains, il y avait des gens qui suivaient un peu, mais gentiment. À l'époque de Lilo. Parce que Lilo, c'était le petit fascicule à Paris où tu avais tous les bars et tous les concerts Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà, Lilo. Mais c'était vraiment un truc super, hein. Franchement, c'était super. Et donc, je fais mon concert devant mon pote, devant la serveuse et devant le patron. C'est tout? Et c'est tout. D'accord. Ah oui, pour un moment j'imagine, de solitude. Mon pote a eu la gentillesse de rester jusqu'au bout. Bon, le concert s'arrête, mon pote se barre, personne dans le bar de la soirée, hein. C'est-à-dire que pas de clients, il n'y avait même pas eu de... Ouais, de gens pour venir boire un verre, quoi. Ouais. Voilà, il y avait personne. C'était un samedi soir, hein, attention. Rue Humaine, dans le 3e, près de Art et Métier. Et je sors avec mon ampli Performer Mini Fender, qui doit, je sais pas, c'est un truc qui, c'est vraiment lourd, quoi. Mes guitares, et je me souviendrai toute ma vie de ça, je regarde le ciel, et je dis là, c'est bon, là. Là, c'est bon, on plie, on arrête. Donc, soit j'ai un signal céleste, un signe, quelque chose qui fait que il faut que je continue. Soit j'arrête vraiment. Ouais. Voilà, vraiment, j'arrête. Parce que là, j'étais vraiment arrivé au bout, quoi. Et je passe le coin de la rue. Donc, je me souviens plus de la rue. Et au milieu de la rue, il était 1h du matin. Au milieu de la rue, il y avait un caddie de supermarché. Vide. Tu vois? Un caddie de supermarché qui n'avait rien à faire là. Parce que les supermarchés sont vraiment loin autour, tu vois. J'ai mis mon ampli qui pesait un âne mort, mes guitares, mes instruments, mes sacs dans le caddie. J'ai regardé le ciel, je suis OK. Ça va. Ça va, il faut continuer de rouler avec le chariot. On continue. Et je suis rentré chez moi avec mon caddie. J'ai fait... parce que quand t'es musicien à Paris, tu fais les bars, t'as pas toujours le pognon pour payer le taxi, quoi. Ouais. Pour rentrer, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas de Uber. Ouais. Tu vois. Et donc, je suis rentré chez moi et j'ai continué la musique et j'ai signé un contrat 6 mois après. Ah oui, c'est marrant comme c'est toujours. J'avais un autre invité dernièrement qui me disait que lui, alors il avait pris, c'était pour l'humour, la scène, il avait pris un congé sabbatique de 2 ans dans sa boîte, il savait qu'il avait au moins ça en secours, derrière il pouvait recommencer machin, et c'est au bout des 1 an, 3/4, il restait genre 2 mois, et c'est là que ça a démarré, quoi. Ouais, de toute façon, ça se joue à pas grand-chose. Mais encore, comme je vous disais avant, il y a un truc de, il faut être accompagné, quoi. Je veux dire, moi j'avais un agent, j'avais quelqu'un qui était avec moi, j'avais un agent, j'avais une compagne à l'époque. Enfin, je veux dire, j'avais un environnement proche qui était pas hostile à ça, quoi. Oui, voilà. t'étais pas tout seul, quoi. Et 2 ensuite soutenu, quoi. Voilà, j'étais soutenu, et puis les moments de doute sont toujours plus faciles quand t'es soutenu que quand t'es seul, quoi. Bah oui, j'imagine. De toute façon, voilà. Alors justement, parce que là tu nous dis que ce soir-là précis, c'est un souvenir dont tu te rappelles où t'as quasi comme remis tout en doute. Ça t'est arrivé souvent? C'est un mood très souvent, très attaché au métier artistique? Non, alors là vraiment le déclic d'abandonner le concept d'écrire des chansons et de devenir musicien, auteur-compositeur, etc. Ça, c'était vraiment la première fois où vraiment, par rapport, c'est souvent en plus des choses un peu bêtes, mais c'est comme plein d'autres métiers, c'est-à-dire que la contingence, en fait, de porter les instruments, de devoir prendre le métro avec les amplis, ça paraît bête comme ça, hein. Mais tout le temps être toujours là à ramer, à porter des choses et tout ça, ça fait un peu ça fait un peu galérien comme ça à la radio, enfin en écoutant comme ça. Ouais. Mais
c'est redondant, quoi. Oui, puis pour le moment qui est celui magique, où tu joues, où tu vas prendre plaisir, il y a tout cela, et quand toi tu penses à une date, tu sais qu'il y a tout ça, donc il y a ce côté aussi peut-être poids entre guillemets mental, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot, mais après si tu veux la tournée avec des gens qui viennent accorder mes instruments, ou moi je suis juste là pour faire ma musique. Ouais. Oui, là, c'est le rêve, là. Les hôtels, les fans, les signatures etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose de merveilleux quand tu y penses, et que t'as fait les bars, et que t'as tiré ton matos, etc. Et je suis pas batteur. Oui, en plus, ouais. C'est vrai, oui. Voilà, je suis un grand fan des batteurs. J'ai eu la chance de jouer avec quelques grands batteurs français, qui sont notamment Laurent Clay ou Raphaël Séguinier, Raphaël Chassin, etc. C'est des gens qui sont des génies, de la batterie. Voilà, eux c'est pareil. Quand ils ont commencé, ils portaient leur batterie, et puis ils démontaient et remontaient leur batterie. Moi, je suis guitariste. C'est sûr qu'il faut encore là aussi le relativiser, c'est vrai. Il faut relativiser, complètement. Et donc là, la grosse remise en question, c'est là vraiment, mais sinon, il y a souvent des moments j'imagine, de doute. Quand t'es là face à 3 personnes là en train de jouer ce soir-là, ou d'autres, j'imagine qu'il y a eu d'autres moments aussi, comment tu es, mais sur l'instant, quand tu joues, quand tu... Après, ça fait partie du taf quelque part, dans le sens où quand t'es artiste, les doutes... là, je suis plus artiste depuis des... Enfin, je suis plus artiste, je continue à faire des chansons. Oui, dans l'état d'esprit. Mais tu veux dire, tu ne vis plus de ça. Mais je suis plus dans le milieu, je suis plus, comme on dit maintenant, dans le game. Mais j'aime toujours ceux qui doutent. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours préféré les gens qui doutent. D'ailleurs, il y a une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle J'aime les gens qui doutent. Je préfère les gens qui doutent, en général, même ceux qui sont pas artistes. Oui. Tu vois ? Donc l'artiste par définition doute parce qu'il est jamais content de soi-même, parce qu'il cherche, parce que voilà, c'est toujours mieux de chercher que de poser son cul et d'attendre la mort, quoi. C'est toujours mieux. Ouais. Non, mieux. Je pense. Bah oui. Je pense aussi. En tous les cas, on se rejoint là-dessus. Donc voilà. À quoi tu penses d'autre dans ces moments compliqué, parce que tu parlais, t'étais soutenu. Est-ce qu'il y a en dehors de ça, alors que ce soit dans des gens, que ce soit une activité autre, est-ce qu'il y a des choses qui ont permis aussi de passer le cap entre guillemets? Ouais, après il y a eu la période où ça a marché et où ça aurait pu aller plus loin. C'est intéressant parce que il y a plein de moi je suis un grand fan des années 70 et de la musique en général, mais de l'histoire presque de la musique. Ouais. Et c'est vrai que quand je vois des gens comme Morrison dans les Doors, ou quand je vois des gens comme Mick Jagger, et quand je vois des gens à côté comme enfin, je veux dire, il y a vraiment, c'est vraiment des destins, des destinées qui sont pas toujours uniquement liés au travail et au talent. Quand on prend un mec comme Van Morrison, ou un mec, ceux qui connaissent, ou surtout un mec comme comment il s'appelle j'adore là j'ai un trou, mais Life Time Has Told Me, ou Pink Moon, ça te parle? Pink Moon, tu vois qui c'est? Alors j'ai un trou, j'ai pas Pink Moon, je connais que lui en plus, hein. Nick Drake. Nick Drake, merci, culture, magnifique. Mais quand je vois, tu vois, quand je vois le trajet de Nick Drake, ça me fout les boules, parce que le mec il a tout. Il a tout, mais non. Et pourtant, il sort des albums, mais ça matche pas. Tu vois, ça matche pas. Et le mec se suicide après parce que quelque part, c'est un trop plein, tu vois. Alors là, on parle des histoires de gens comme ça qui ont vécu dans les années 70. On est dans un autre paradigme complètement différent. Mais c'est intéressant parce que même dans les copains artistes, des gens comme Babix, des gens comme Tom Poisson, des gens comme Mathieu Bogart, Albin de la Simone, etc., toute cette scène française un peu. Il y a des gens qui sont très talentueux là-dedans, tu vois. Et ça n'a pas toujours fonctionné, même en étant dans le game, en étant dans le milieu, avec en étant bon et perfectionniste et tout ce qu'on veut, perfectionniste et aidé par les médias, soutenu par certains médias comme Télérama ou d'autres, tu vois.
c'est pas toujours ça qui fait que, tu vois. Ouais, il faut un truc en plus, un truc qu'on maîtrise pas vraiment, quoi. qui vient ou qui vient pas. Le truc existe, mais des fois, il y a des choses qui voilà. Et puis ça peut être, et j'emmène directement l'anecdote là, pour ton podcast maintenant, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme je te disais, à un moment donné, j'avais une double page dans le Parisien, avec article d'Emmanuel Marolles, le nouveau Ben Harper français, photos, vidéos. Enfin bon, on avait fait un gros truc. L'article était vraiment super. Il avait fait un article vraiment bien. Et il y a eu la grève des journaux nationale, grève nationale des journaux, ce jour-là, le jour de la sortie du truc. Ouais. Pile vraiment là, quoi. Mais je veux dire, quand tu fais une double page dans le Parisien, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas un taratata, parce que bon, le taratata, bon, c'est important aussi, tu vois. Ouais. Moi, j'en ai fait 2 de taratata. C'est vrai qu'au niveau de la promotion, c'est super. Mais la double page dans le Parisien, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est comme la dernière page de Libé, tu vois, le portrait de Libé. Oui, c'est un truc qui compte et qui est comme aussi reconnu. C'est important, ça compte, c'est lu, voilà, c'est cool, enfin, un truc qui est cool, quoi. Et c'est vrai que quand tu es en grève, quand c'est la grève générale des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Et rapport aux dates, à la chronologie, du coup, quand ça se produit, toi, t'es où? C'est pile au moment où il fallait que ça se passe. D'accord, ok. Enfin, où il fallait que ça se passe pas. C'est-à-dire que c'est pile au moment où il fallait passer un step et où il fallait passer, où il fallait remplir la cigale. Ok. Donc il y avait déjà l'album à ce moment. Il y avait la cigale qui arrivait. Ok. Je crois peu de temps après. Je suis même pas sûr d'être synchro dans la chronologie, mais il y avait un step à passer. En tout cas, d'accord, c'est là. C'était le bon coup de pouce qui arrivait au bon moment quand on parlait justement de choses qui se produisent. En fait. Voilà, ouais. Ouais, c'était ça. Le timing. Et ça s'est pas fait. Et le fait que ça s'est pas fait, ça a empêché les choses après derrière. Ah oui. Ah oui, on l'a senti. On l'a senti. Tout le monde l'a senti. Et pourquoi ça pouvait pas être genre après la grève? Pourquoi le truc était fait? Pourquoi c'est pas sorti par après? Enfin, si tu le sais d'ailleurs, je sais pas si t'as la. Pourquoi le Parisien n'a pas sorti la double page après la grève? Si le boulot avait été fait, l'article et tout, vu que ça existait, pourquoi ça n'a pas été comme reporté, juste? Ah ben non, mais ils font pas. Ça n'existe pas. Ça, quand après il y a une autre actu, ça va très vite. Ok. La double page du Parisien, le lendemain c'était quelqu'un d'autre, et puis il y a d'autres. Non, il n'y a pas de. Alors après il y a la preuve par internet. Tu peux avoir l'article si tu veux. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas eu la sortie. Non. C'est comme le confinement. Le confinement, tout le monde te dit, le confinement vient de s'arrêter. Tout le monde va vouloir ressortir son album au mois de septembre prochain. Mais tous ceux qui ont sorti leur album avant ou pendant le confinement, machin truc, à ce moment-là, ils sont, c'est la poubelle. C'est pareil. Il faut être dans l'actu, en fait. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un truc avec ça, et effectivement, je pense que c'était intéressant, parce que ça coïncidait vraiment. Alors, attention, après, il y a une tournée, on a fait quand même 250 dates, on a fait Café de la Danse, Cigale, Grande Scène des Franco, Paléo Festival, tournée, on n'a pas arrêté pendant 2 ans et demi. C'était super, hein, attention, c'est pas non plus... l'album est sorti en radio, a tourné en radio pendant presque 6 mois, en playlist sur Virgin Radio. Donc non, mais attention, c'est quand même très bien passé, hein. Tu vois. Oui. Mais on n'est pas là en mode je me plains, c'est pas ça. C'est juste on raconte les faits. Et c'était donc le coup de pouce qui aurait fait, j'imagine. Je pense que ce coup de pouce-là aurait pu éventuellement, nous dans le monde de la musique, on appelle ça l'airplay. On aurait pu éventuellement doubler l'airplay, c'est-à-dire la diffusion radio du titre. Et en passant à 7 ou à 10 passages jour sur Virgin Radio, à ce moment-là, en tout cas, là, tu rentres dans la cour là, c'est autre chose. C'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même visibilité. Là, tu commences à faire des émissions un peu télé, tu vois. Oui, disons que c'est la porte d'entrée au niveau d'après, et ce niveau d'après fait que... je vois. C'est que à un moment donné, soit tu restes, soit tu restes pas, mais au moins t'as passé au stade 2, tu vois. Alors, moi, j'ai pas fait de télé... j'ai pas fait les grosses émissions de télé qui se faisaient à l'époque. On devait éventuellement les faire, mais ça dépendait aussi de cet article, tu vois. Donc il y a eu un truc à un moment donné où voilà. Et comment tu le vis ça sur une fois de plus ce moment? Franchement, je m'en fous. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est sûr, t'as du recul, mais sur l'instant. Mais je me rendais pas compte. Tu dis pas merde quand même, machin, non, tu prends pas la portée en fait finalement du.
C'est aujourd'hui Non, que tu es en mesure de me dire que c'était l'ouverture d'un pas supplémentaire. Ouais, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. À l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être en tournée avec les copains, de faire de la musique, d'être sur la route, faire mon métier, quoi. Voilà, le reste. Mais par contre, mon entourage, producteur, manager, éditeur, enfin tous les gens qui étaient autour de moi, je pense qu'ils se rendaient compte du truc. Ils m'ont vachement préservé parce qu'ils m'ont pas trop mis de pression. Ils m'ont laissé vivre le truc. Ouais. Je leur en remercie d'ailleurs grandement, mais je pense qu'ils se sont rendus compte du truc par contre. Ouais. Et du coup, on en parlait un peu quand même, hein. Oui, bah, je me doute, oui, je me doute. Parce qu'ils ont l'habitude, bon, donc. Voilà. Alors après, ils voulaient se rattraper sur un taratata, un truc. C'est toujours un peu après, voilà. Il y avait les artistes. Je me souviens plus trop exactement comment c'est passé. C'est vieux, hein. Ça fait 12 ans, tu vois. Donc c'est un petit moment quand même. Donc voilà, en gros, les deux anecdotes un peu. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. Mais bon. Et comment donc tu me dis aujourd'hui c'est pas que ça te touche pas, mais tu t'en fous, t'es passé à autre chose, c'est pas. Ouais, puis aujourd'hui je suis pas, et puis la musique a vraiment aujourd'hui un autre goût, quoi. Voilà, c'est vraiment du plaisir. Moi j'ai changé de vie, j'ai repris les études à 40 ans. Bravo déjà, voilà, parce que c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais bon, voilà, là je fais un métier qui est passionnant. Là je te parle, je te téléphone avec toi, je suis dans mon cabinet. Acupuncteur, c'est ça, tu fais acupuncteur, tu vois, je travaille sur l'acupuncture traditionnelle chinoise. J'ai fait quasiment 5 ans d'études, de formation. Voilà, je soigne les gens, quoi. Ouais. Je reçois les gens. Voilà, c'est pas mal de résultats en plus. Donc je fais un peu de musique à côté, mais là je suis dans d'autres. Voilà, là je fréquente toujours des musiciens, mais voilà, là, les copains, c'est les kinés, c'est les ostéos. Et est-ce qu'il y a d'autres copains kinés, ostéos, musiciens, et vous faites des buffs de gens de médecine? Oui, bien sûr, mais ça reste, voilà, amateur. Mais bon, quand même, là, le confinement, j'ai quand même écrit des chansons, et quand même, là, je suis en train de monter un nouveau trio, voilà, je vais préparer quand même, là, je vais quand même, là, je suis en train de me mettre en route pour un 3e album, quand même. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Mais à ton, disons sans pression, quoi. À ton rythme et à ton niveau. Qui va être très proche du premier album en plus. Très contrebasse, batterie, guitare, très live. Là, il y a des super musiciens dans le sud de la France, vraiment très bons musiciens. Et donc voilà. Alors après, bon. Parce que là, t'es dans le sud encore ou t'es sur Paris du coup là? Ah non, là j'ai mis le cabinet à hier. Ah ok, d'accord. Bord de mer. Non, changement de vie. Ah oui, il y en a pour qui le confinement a été plus sympa. Ah bah ouais. Non, j'ai quitté Paris il y a 2 ans. D'accord. Il y a 2 ans. Ouais. Mais ça ne manque pas plus que ça. Ok. Non, après quand t'es dans le feu de la vie parisienne, showbiz, musique, concerts, répétitions, préparation d'albums, de tournées, studio, etc. C'est super Paris. Mais pour autre chose, c'est moins bien. Quand t'as un métier que tu peux faire, ailleurs, ouais. Je sais pas. Ou ailleurs. J'aurais pas fait de musique, j'aurais fait autre chose, je sais pas. Ouais. Après, j'ai fait mes études d'acupuncture à Paris, hein. Tu vois. Mais là maintenant te voilà installé. Ok, d'accord. Et tu disais, c'était pas dans le podcast, c'était quand on se parlait juste avant, tu disais en fait finalement c'est 99,9% d'échecs et 1% de réussite, quoi. Bah oui. La vie en général d'ailleurs. Bah oui. Parce que quelque part, c'est rare de réussir. Après, tu peux prétendre réussir dans tout le temps et gonfler les pectoraux et dire que t'es un dingue et c'est super. Mais en vrai non. Vraiment, c'est compliqué. La vie est compliquée. Surtout dans l'époque dans laquelle on est, c'est complexe. Il va garder la confiance. Non, c'est complexe. C'est pas simple. Moi, je trouve en tout cas que c'est pas simple. Après, il y a beaucoup de travail. C'est vrai qu'on en parlait hier avec mon contrebassiste là qui a fait Berklee. Je sais pas si tu vois cette école. Berklee. Non, je connais comme ça le nom, mais je vois pas plus. C'est la plus grande école de musique au monde. Voilà. C'est John Mayer sort de Berklee, Herbie Hancock sort de Berklee, tout le monde sort de Berklee, quoi. C'est la plus grande école de musique internationale. Berklee aux États-Unis, c'est la référence ultime, quoi. Et donc le contrebassiste avec qui je joue, qui est qu'on appelle ça arrangeur et qui a fait Berklee,
On discutait de ça et c'est vrai qu'il disait qu'il trouve que les jeunes aujourd'hui travaillent pas assez. Tu vois, il y a pas assez de job, quoi. Il y a pas assez de boulot sur l'instrument. Et pour avoir donné quelques cours, je me rends compte que c'est vrai qu'il y a un lâcher prise par rapport à ça. C'est vrai moi je suis d'une génération où on a déchiré l'instrument, quoi. Ouais. On a passé des heures sur l'instrument, des heures, mais à pleurer. Tu vois, à pleurer de douleur. Moi, je sais que j'ai les musiciens qui sont avec qui j'ai joué et qui sont mes amis musiciens, ils ont déchiré leur instrument. Ils ont bossé comme des chiens dessus. Je pense à Hugh Coltman, par exemple, non? Entre autres, Hugh Coltman, quand il joue de l'harmonica, il sait de quoi il parle, et quand il joue de la guitare, il sait de quoi il parle aussi. Et surtout, le chant, voilà, quoi. Surtout là, sur les 5-6 dernières années, il a beaucoup travaillé le chant, ça se sent direct. Hugh, c'est un très, très grand artiste, pour moi. Très, très grand artiste. En plus d'être un ami, c'est un grand artiste. Il a une vraie sensibilité, et voilà. Mais il y a une nécessité, je pense, de travailler. Donc, le travail, tu échoues moins quand tu travailles. Quand tu connais bien ton instrument. Eh ben écoute, tu échoues moins quand tu travailles, je pense que c'est la meilleure conclusion. Non mais c'est vrai, je me suis mal exprimé, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand tu connais bien ton domaine, oui. quel que soit ton instrument de musique, t'as moins de chances d'échouer dans ce que tu fais. Ouais. Et puis à titre perso, peut-être aussi moins comme le sentiment d'échouer quand tu fais un truc qui marche pas plus, parce que toi tu as réussi, tu connais ton instrument par exemple, ou tu as réussi ce que tu voulais faire sur l'instant. Au-delà de le truc a réussi. Enfin je sais pas si je m'exprime bien. En fait, je trouve qu'on donne beaucoup trop de place au talent en fait aujourd'hui. Ouais. Machin, le talent, le truc et tout, le mec a un gift, un don, un machin et tout. Franchement, c'est vraiment 99% de travail et 1% de talent, quoi. Après, il y a des gens qui sont des génies, donc, ok. Mais franchement, dans tous les gens que j'ai vus qui étaient des génies, pour moi en tout cas, les mecs, c'est des bosseurs de dingue. C'est ça. Oui, même avec du génie, il fallait le révéler avec du travail, en tout cas. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, en gros. Eh ben écoute, merci beaucoup, Alex. Je vais te laisser aller piquer des gens. Enfin, c'est bizarre dit comme ça. Non, mais là c'est cool. J'ai un patient à 13h, mais sinon ça va. Bon, bah, ça va. C'est un plaisir d'avoir fait ton podcast. Merci à toi d'être venu et d'avoir dit oui. Et puis, bonne continuation alors. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.